En février 1978, Stephen Kubacki, un jeune homme de 23 ans, était inscrit dans une petite université chrétienne appelée Hope College, située dans la ville de Holland, sur les rives sud-est du lac Michigan. C'était un étudiant en histoire studieux mais excentrique, qui avait coécrit un article d'opinion pour le journal du campus concernant la collection insuffisante de livres dans la bibliothèque de l'université, arguant que l'école devrait installer un système de sécurité électronique pour se protéger contre les vols. Bob Namar, qui a obtenu son diplôme de Hope au printemps 1978, et bien qu'il ne connaissait pas personnellement Steve, savait que sa réputation le précédait. Les camarades d'études parlèrent de Steve comme s'il était une sorte de génie libre, et même s'il était assez conservateur dans son style de vie, le fait qu'il vivait hors du campus lui donnait l'air d'un érudit rebelle. Il était définitivement un grand amateur de Dungeons and Dragons, a dit Namar. Mais il l'assumait avec fierté. Il était cool. Ce n'était pas le nerd moyen, c'est sûr. Kubacki était également connu pour être un passionné de plein air qui avait gravi des montagnes pendant ses études, à l'étranger en Europe. Il avait déjà fait du ski de fond dans la même région qui borde le lac Michigan, et le voyage de ces week-ends-là n'était pas particulièrement inhabituel. Mais son voyage de ski de fond prévu seul pour février 78 s'avérerait être celui qui changerait sa vie à jamais. Steve avait prévu de passer le week-end en ski de fond seul, revenant au plus tard le lundi. Les camarades étudiants disent que lorsque le lundi arriva et que Steve ne se présenta pas, il y eut seulement une légère inquiétude. Mais lorsque l'étudiant habituellement ponctuel et diligent ne se présenta pas pour un deuxième jour consécutif, il devint rapidement évident que quelque chose n'allait pas terriblement. Comment sa disparition a été signalée pour la première fois dépend vraiment de qui raconte l'histoire, mais si l'on croit un rapport de nouvelles locales du 21 février 1978, des motoneigistes à Saugatuck ont repéré une paire de skis de fond et un sac à dos abandonné dans la neige. Ils ont immédiatement contacté les autorités, qui ont lancé une recherche par air et par terre. Un rapport de personnes disparues a été rapidement présenté au département de police local, qui a pu coordonner sa recherche dans la zone où Steve aurait commencé son voyage. C'est là qu'ils ont trouvé une trace de 190 mètres dans la neige, de la même taille et du même type que les bottes de ski que Steve aurait utilisées, mais de manière inquiétante, ces mêmes traces menaient au-delà du bord du lac Michigan, se terminant abruptement d'une manière qui a conduit le personnel de recherche et de sauvetage à conclure que Steve s'était d'une manière ou d'une autre noyé sous une épaisse couche de glace intacte. Bien que cela n'ait jamais pu être entièrement prouvé, la conclusion officielle était que Steve était mort et qu'il ne serait qu'une question de temps avant que les courants du lac Michigan ne déposent son cadavre en décomposition quelque part sur les rivages du lac Michigan. La famille de Steve était dévastée et résignée à attendre longtemps des réponses aux nombreuses questions entourant sa disparition, mais ils n'avaient aucune idée de la proximité ou de l'impact de ces réponses. Steve Kubacki n'avait aucune idée qu'il était porté disparu lorsqu'il ouvrit les yeux un soir de samedi et se retrouva allongé sur un patch d'herbe dans un endroit avec lequel il n'était pas familier. Au fur et à mesure qu'il reprenait ses esprits, il réalisait qu'il ne reconnaissait ni les vêtements qu'il portait, ni le sac à dos qu'il possédait, ni son sac à dos original, ni ses skis n'étaient en vue, et il ne se souvenait d'aucune manière de les avoir perdus. Se sentant extrêmement désorienté, Steve se leva, s'approcha d'un passant et lui demanda où ils étaient. « Pittsfield », répondit le passant avec confusion. « Pittsfield », répondit Stephen initialement, croyant qu'il était dans la banlieue d'Ann Arbor portant le même nom. « Comment suis-je arrivé à Ann Arbor ?»« Ann Arbor », le passant semblait encore plus confus maintenant. « Mec, ce n'est pas le Michigan, c'est Pittsfield, Massachusetts. » Puis, le passant pointa une voiture garée à proximité, montrant clairement une plaque d'immatriculation du Massachusetts. Steven était stupéfait. Il avait seulement prévu de faire du ski de fond en dehors de Holland, Michigan. Mais non seulement il avait fini à plus de 1127 km à l'est de son itinéraire proposé, mais il n'avait absolument aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là. La situation était terrifiante en soi. Mais lorsque David passa devant un kiosque à journaux à proximité et posa les yeux sur le journal, il faillit s'évanouir de peur. Dans le coin supérieur de la page, la date indiquait le 5 mai 1979. Mais cela était impossible, car cela signifiait que Stephen avait passé les 15 derniers mois dans une sorte de coma éveillé, un dans lequel il avait fait un voyage de près de 1600 mètres à travers le pays. En état de choc complet,
Steven se souvint qu'il avait une tante dans un endroit appelé Great Barrington, Massachusetts, qui se trouvait à seulement environ 33 km de Pittsfield. N'ayant pas d'argent, il réussit à faire de l'autostop jusqu'à la maison de sa tante, qui dit avoir reçu le choc de sa vie lorsqu'elle le vit à la porte. C'était comme voir un fantôme, dit-elle plus tard. La réunion émotionnelle de Steve avec la famille qui pensait qu'il était mort est devenue une sensation médiatique nationale lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte. Steve a dit à un groupe de journalistes que lorsqu'il s'était réveillé à Pittsfield, il portait un ensemble de vêtements différents de celui avec lequel il était parti l'année précédente. Il avait aussi un nouveau sac à dos rempli de cartes et de panneaux d'autostop qui suggérait qu'il avait beaucoup voyagé pendant son épisode inconscient d'1 an. D'une manière ou d'une autre, il était en possession de souvenirs de Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago et Utah. Il avait également $40 en espèces, de nouvelles lunettes, des baskets et un t-shirt d'un marathon qui avait eu lieu dans le Wisconsin. « J'ai l'impression d'avoir beaucoup couru », a-t-il déclaré dans une interview la semaine de sa réapparition. Sa mémoire jusqu'à sa disparition était intacte, a-t-il dit. La dernière chose dont il se souvenait était d'avoir froid et peur d'être perdu dans l'obscurité glaciale. Steve a dit à un journaliste qu'il pensait que son évanouissement avait été causé par l'épuisement et l'exposition, et a dit qu'il verrait un médecin pour un examen physique, mais malgré l'insistance de ses parents, il ne verrait aucun type de thérapeute ou de psychiatre. Mon père allait signer la maison à mon nom, j'avais 3 cours à l'école, et aucun problème, a-t-il dit. Il n'y avait pas de problème avec les filles, j'avais un travail aligné avec le Holland Sentinel. J'étais dans un bon endroit mentalement, donc je ne pense pas que ce côté des choses ait quelque chose à voir avec ça. Évidemment, Steve n'a finalement pas pris le travail au Sentinel, et son baccalauréat a été décerné en son absence de Hope College lorsqu'on pensait qu'il était décédé. Bien que la théorie la plus communément acceptée soit qu'il se soit noyé, certains des détectives qui ont enquêté sur sa disparition avaient des doutes sur le fait que Stephen était réellement mort. À un moment donné, les détectives étaient tellement perplexes qu'ils ont envoyé les dossiers dentaires de Stephen à Chicago pour voir si Kubacki pourrait être parmi les victimes non identifiées du tueur en série John Wayne Gacy. De nos jours, Stephen est vivant et bien, et travaille comme psychologue dans le nord-ouest du Pacifique. Pendant des décennies, il a refusé de parler de sa disparition aux journalistes et toute tentative de le contacter est généralement ignorée immédiatement. Les journalistes ont même contacté son ex-épouse, en supposant qu'elle pourrait jeter un peu de lumière sur le mystère, mais elle refuse également catégoriquement de révéler ce qu'elle sait. L'affaire de Stephen est peut-être l'un des cas les plus fascinants de personnes disparues réapparaissant vivantes, et pour plusieurs raisons, mais le manque de couverture médiatique contemporaine de l'événement est franchement déconcertant. Seulement dans les petits coins sombres de tableaux de messages obsédés par le paranormal, le cas de Stephen a été quelque peu exploré. Là, l'explication la plus communément acceptée est liée au fait que le site de la disparition de Steve était proche de la limite sud-est du triangle du lac Michigan, une zone qui s'étend de Manitowoc, Wisconsin, à Ludington, Michigan, et vers le sud jusqu'à Benton Harbor, où plusieurs autres disparitions mystérieuses sont censées avoir eu lieu. Mais non seulement les personnes ont été victimes du cousin moins connu du triangle des Bermudes, car la région a vu de nombreux accidents aériens inexplicables, naufrages et disparitions remontant à des siècles. Il y a des histoires de navires fantômes, d'avions fantômes, de rencontres d'ovnis hautement corroborées, et un conte particulièrement effrayant sur un équipage de voile compétitif qui est passé par CE qui ressemble à un vortex lors d'une pratique par une tranquille nuit d'été précoce. Après une chute soudaine et dramatique de brouillard et de vent remplissant la voile principale de 2 directions opposées, 3 bateaux en bois ont pris vie et ont effectué des virages synchronisés de 360 degrés sans personne à la barre. Mais aussi incroyable que certaines de ces histoires puissent paraître, et elles pourraient bien l'être, la disparition de Stephen a été bien documentée et n'est en aucun cas un canular élaboré. Il se pourrait bien que l'homme ait subi une sorte de blessure à la tête qui expliquerait sa perte de mémoire, mais si c'était le cas, pourquoi un examen médical ultérieur l'a-t-il trouvé en parfaite santé? Quelques années après l'événement, Stephen Kubacki a dit aux médias qu'il essayait de retracer les étapes qu'il avait prises le jour de son voyage de ski en solitaire, espérant que cela lui donnerait suffisamment d'indices pour reconstruire où il avait été, et ce qu'il avait fait pendant cette lacune dans sa mémoire. Mais même après ce pèlerinage obscur, au lieu où il avait disparu, Stephen ne semblait trouver aucune réponse nouvelle,
Et s'il le faisait, il ne parlait certainement pas à aucun journaliste à ce sujet. Cependant, la question demeure. Stephen est-il resté silencieux sur sa disparition parce qu'elle reste un mystère pour lui, ou a-t-il depuis lors rappelé quelque chose de si terrible qu'il ne peut se résoudre à en parler? Peu d'autres choses expliqueraient un mur aussi rigide de silence de la part de ses amis et de sa famille. Mais au bout du compte, il semble que l'énigme de la disparition étrange de Steve Kubacki restera à jamais un mystère non résolu. En juin 1969, Dennis Martin, un garçon de 6 ans, accompagnait sa famille lors d'un voyage de camping dans le parc national des Great Smoky Mountains, une chaîne de montagnes qui s'élève le long de la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord dans le sud-est des États-Unis. Le nom des Great Smoky Mountains provient de la brume naturelle, qui recouvre souvent la chaîne de montagnes, ressemblant à de grandes colonnes de fumée à distance. Curieusement, cette brume est causée par les produits chimiques émis par la flore locale, des produits chimiques qui ont une haute pression de vapeur et se vaporisent facilement à des températures et pressions normales. Même après avoir entendu l'explication scientifique derrière le phénomène, voir toute cette brume s'accrocher au sommet des montagnes est vraiment une vue très inquiétante. Originaire de Knoxville, Tennessee, la famille Martin avait une longue tradition de célébrer la fête des pères en faisant des voyages de camping dans les Great Smoky Mountains, et 1969 marquerait le premier voyage de Dennis dans les bois, en compagnie de son père, son frère aîné et son grand-père. Le groupe a conduit jusqu'à Cades Cove, une vallée isolée située dans la section du Tennessee du parc, puis a marché vers Russell Field, où ils ont monté le camp et ont commencé à se préparer pour la première nuit sous les étoiles. Le lendemain matin, ils se sont dirigés vers Spence Field, une prairie haute et pittoresque, et un lieu de camping populaire, qui était divisé par les collines ondulantes et les sommets montagneux du sentier des Appalaches. Lorsque le groupe est arrivé à Spence Field, Dennis et ses frères aînés se sont mis à explorer le campement, et, selon les rapports, ont parlé à de nombreux autres campeurs qui avaient installé leur tente à proximité. C'est ainsi qu'ils ont engagé la conversation avec un groupe hétéroclite composé d'enfants d'autres campeurs, qui se sont rapidement liés d'amitié avec les garçons Martin. Le père de Dennis était heureux de voir son fils bien s'entendre avec les autres enfants. Et avoir ses enfants occupés signifiait que les adultes pouvaient s'occuper de la tâche importante de monter leur tente pour 4 personnes. Une fois la tâche accomplie, Dennis continuait de jouer avec un groupe d'autres enfants, et son père observait comment le groupe prenait des positions de cachette, d'où il prévoyait d'embusquer de manière ludique un groupe d'adultes qui approchait. Lorsque les adultes sont entrés dans la zone d'assassinat imaginaire des enfants, tous ont bondi en grognant et en rugissant comme des animaux sauvages tout en se jetant sur leurs parents en riant, tout sauf un, tout sauf le petit Dennis. Son père a observé avec une inquiétude croissante comment les secondes passaient, et Dennis n'émergeait toujours pas de sa cachette. Finalement, il ne pouvait plus le supporter, et après s'être levé de sa chaise de camping, le père de Dennis s'est dirigé vers l'endroit où il avait vu son fils de 6 ans pour la dernière fois, et a commencé à l'appeler par son nom. Mais ce qui a commencé comme des ordres sévères d'un père a rapidement dégénéré en supplications terrifiées. À mesure qu'il continuait à appeler désespérément, les autres familles ont commencé à réaliser que quelque chose allait terriblement mal. Une fois que le grand-père de Dennis a su qu'il était disparu, il a mis le groupe en action, envoyant un groupe 3 kilomètres en amont sur le sentier des Appalaches avec son fils, tandis qu'il dirigeait un autre groupe de retour vers la station des gardes forestiers de Cades Cove, arrivant là-bas vers 8h30 du soir cette nuit-là. Ainsi a commencé une vaste et très médiatisée opération de recherche et de sauvetage, dans laquelle le personnel du service des parcs nationaux était complété par des soldats de la garde nationale et même une unité de bérets verts. Au point culminant de l'opération de recherche, plus de 1400 personnes opéraient dans les quelques mètres carrés autour de Spence Field. Mais pas une seule ne trouva quoi que ce soit qui puisse les mener à l'enfant disparu. Cependant, au cours de l'opération, les efforts de recherche ont reçu beaucoup de critiques d'experts en recherche et sauvetage de tout le pays, qui ont déclaré que le grand nombre de personnels impliqués avait potentiellement obscurci les traces dans un terrain qui était déjà difficile à suivre en raison de la forte pluie. Étonnamment, à un moment donné, une empreinte de chaussure appartenant à celle d'un enfant a été trouvée,
Mais la piste a été écartée comme appartenant à l'un des scouts qui aidait à la recherche. Plus tard, cependant, les enquêteurs se sont lamentés lorsqu'ils ont découvert que les empreintes provenaient d'un enfant qui manquait une chaussure, qui avait disparu sur les rives d'un ruisseau, ce qui suggérait que les empreintes pourraient appartenir à Martin. Cette théorie a été soutenue lorsque des chaussures et des chaussettes de la taille d'un enfant ont été trouvées jetées seulement 3 jours plus tard. Bien que le personnel de recherche et de sauvetage ait continué ses recherches pendant plus de 2 semaines, scrutant les pentes jour et nuit en quart de travail continu, aucune autre piste sur le lieu où se trouvait Martin n'a été trouvée. La famille Martin était compréhensiblement désespérée pour obtenir des réponses. Alors ils ont offert une récompense de 5 000 $ pour toute information qui les réunirait avec leur cher Dennis. Cela a attiré l'attention d'une poignée de soi-disant psychiques, qui selon certains pourraient arguer, cherchaient à exploiter la douleur de la famille Martin, et peut-être à obtenir de l'argent s'ils devinaient la bonne zone des Smokies à chercher. Étonnamment, aucun de ces psychiques n'a prouvé être d'aucune aide. Des années plus tard, en 1985, un homme qui avait apparemment été en train de récolter illégalement du ginseng américain dans le parc a affirmé avoir trouvé les restes squelettiques d'un enfant en explorant les bois. L'homme a dit qu'il aurait dû signaler la découverte, mais avait peur d'être poursuivi pour son passe-temps interdit. Non seulement cela, mais il a également été incapable de montrer aux enquêteurs la direction du site où il avait trouvé les os en premier lieu. De nombreuses théories ont émergé pour tenter d'expliquer ce qui est arrivé à Dennis Martin ce jour-là. La plupart des détectives, qu'ils soient amateurs ou professionnels, pensent que Dennis s'est désorienté en cherchant un endroit où se cacher, oubliant peut-être le chemin du retour au camp lorsqu'il en est sorti. Quoi qu'il en soit, Dennis s'est ensuite éloigné davantage du camp et aurait facilement pu tomber dans l'une des nombreuses pentes raides et ravins qui parsèment la zone autour de Spencefield. Cependant, Dennis portait un t-shirt rouge vif lorsqu'il a disparu, quelque chose que les équipes de recherche et de sauvetage n'auraient pas facilement ignoré. Dennis aurait dû être complètement couvert de feuillage pour rester indétecté avec cette couleur de t-shirt, et bien que cela soit faisable en raison de sa petite taille, la probabilité de cela est extrêmement faible. D'autres sont rapides à nous rappeler la présence d'ours noirs dans la région, ainsi que de vipères cuivrées et de porcs sauvages. Tous auraient représenté une menace considérable pour le petit Martin de 6 ans. Les gardes forestiers ont dit à la police enquêtrice qu'un ours sous-alimenté avait été capturé dans un piège à sangliers dans la région de Spencefield seulement 2 semaines auparavant, bien que l'ours ait été relâché en toute sécurité. L'incident a suggéré qu'il pourrait avoir eu du mal à trouver suffisamment de nourriture, l'amenant à recourir à une source de nourriture moins familière. Cependant, aussi tragiques et brutales que soient les théories mentionnées, le père de Dennis croit quelque chose de considérablement plus sinistre, basé sur le témoignage d'un témoin oculaire, Harold Key, qui dit avoir entendu un cri fort l'après-midi même où Dennis a disparu. Le père de Dennis croit fermement que son fils a été enlevé par un prédateur opportuniste peu après avoir entendu le cri. Harold Key a affirmé avoir vu un homme négligé et barbu aux cheveux sauvages et décoiffés s'enfuir à travers les bois dans une tentative apparente de ne pas être détecté par les campeurs à proximité. La famille d'Harold a expliqué qu'ils avaient vu un éclair de rouge sur les épaules de la figure, ce que certains croient était en réalité Dennis lui-même, porté sur l'épaule de cette figure mystérieuse alors qu'il était emmené. Harold a plus tard spéculé que l'homme pourrait avoir été un distillateur illégal, expliquant sa réticence à être vu. Malgré le rapport, les enquêteurs du FBI l'ont finalement écarté, disant que, autant Harold avait de bonnes intentions, son récit était franchement peu fiable car sa chronologie des événements était décalée. Mais un garde forestier à la retraite a regretté l'échec à suivre correctement les traces ou l'apparition de l'homme à l'allure rude, arguant que comme l'emplacement de l'observation était en aval de là où Dennis avait disparu, il était possible de couvrir cette distance dans le laps de temps, même en portant un enfant, mais que l'individu en question devrait avoir une force, une discrétion et une endurance impressionnantes. Alors, si c'est le cas, qui est cet homme mystérieux et poilu, ce vagabond barbu qui est apparemment capable d'une prouesse physique aussi impressionnante, même si c'était dans le contexte du détestable enlèvement d'un enfant? Étant donné le manque d'enquête sur son observation ou ses empreintes, il semble que nous ne le saurons jamais, mais même si nous parvenions à élucider le mystère d'un homme vivant dans les montagnes Appalaches, avec une inclination pour enlever des enfants, je ne pense pas que les réponses nous apporteraient un quelconque réconfort.
Peut-être que la fermeture en vaudrait la peine, surtout pour la famille, mais les cauchemars peuvent coûter cher. Et se demander ce qui est arrivé au jeune Dennis Martin peut laisser même le lecteur de crimes véridiques le plus endurci avec quelques nuits très agitées. Établi en 1908 par Theodore Roosevelt, le Big South Trail est un sentier de randonnée de 18 km qui traverse la zone sauvage de Comanche Peak pour rejoindre le parc national des Montagnes Rocheuses au Colorado. Les randonneurs expérimentés décrivent le Big South Trail comme ayant une difficulté moyenne, mais comme l'a souligné l'un d'eux, certaines zones ne font que 62 cm de large, ce qui peut être vraiment difficile, et si vous n'êtes pas en forme, cela peut être épuisant. Réputé pour sa beauté pittoresque, le sentier est également un refuge pour la faune sauvage et abrite des élans, des lynx roux, des ours noirs et des pumas, pour n'en nommer que quelques-uns. Les températures moyennes sur le sentier varient de maximum dans les 60 supérieurs en été à des minimums glaciales de 10 à 15 degrés en hiver, ce qui en fait un lieu parfait pour des activités en plein air ensoleillé comme enneigé. La beauté naturelle et sauvage de la zone a en partie motivé les frères Allen et Arlen Atadero à fonder le Poudre River Resort, un lieu pour que les randonneurs et les amoureux de la nature de tout type puissent profiter de leur passe-temps préféré. Allen a mentionné que lui et ses frères passaient tellement de temps là-bas qu'ils se sentaient devenir une partie du paysage. Par conséquent, cela avait du sens de déplacer leur famille là-bas. La vie au complexe était relativement calme jusqu'à l'automne 1999, quand un groupe de célibataires chrétiens aidait Allen à se préparer pour l'hiver en échange d'un hébergement gratuit. Le 2 octobre, le groupe de célibataires a décidé qu'il voulait visiter une ferme de truites à proximité, à un peu moins de 3 km du complexe lui-même. Allen connaissait bien plusieurs membres du groupe de célibataires, et sachant que sa fille de 6 ans, Jocelyn, voulait les rejoindre, il savait qu'il ne pouvait pas lui donner la permission sans que son frère de 3 ans, Jared, veuille les accompagner. Faisant confiance au groupe de célibataires, Allen leur a permis d'emmener ses enfants avec eux pour leur randonnée, vers 10 heures ce matin-là. Excité à l'idée de participer à l'une de ses premières véritables aventures en plein air, Jared courait devant le groupe, mais pas plus de 32 mètres avant que les gardiens du groupe de célibataires ne le rappellent. Vers 11h30, le groupe s'est arrêté pour parler à des pêcheurs que le jeune explorateur avait rencontrés en avançant, et après une brève conversation, ils ont continué sur le sentier. À ce moment-là, le groupe avait commencé à se séparer ou à se disperser au fur et à mesure qu'ils marchaient, certains plus rapidement et d'autres plus lentement, avec au moins un adulte avec la sœur de Jared et Jared, qui continuait à courir devant tout le monde. Peu après, le petit Jared a tourné dans un virage du sentier et a disparu de la vue. Techniquement, il n'était pas plus loin qu'il ne l'avait été habituellement, donc ses gardiens n'étaient pas trop inquiets. Mais lorsqu'ils ont également tourné le virage, il n'y avait aucun signe de lui avec le petit manteau beige qu'il portait. Un des groupes de célibataires a avancé pour essayer de trouver l'enfant, mais il n'y avait aucune trace de lui, et il s'est avéré que la dernière image de Jared, jeune, tournant le coin aveugle sur le sentier, était la dernière fois que quelqu'un le verrait en vie. Dans les jours suivants, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été mise en place, mais aucune trace de Jared Atadero n'a été trouvée. En fait, il faudrait presque 4 ans pour trouver des indices sur sa mort, mais ces indices semblaient seulement soulever beaucoup plus de questions qu'ils n'en résolvaient. Après environ 1 heure de recherche, certains membres du groupe de randonnée sont retournés au Poudre River Resort pour donner la mauvaise nouvelle à Alan que son fils de 3 ans s'était perdu dans la forêt. Paniqué, Alan a immédiatement conduit pour rencontrer le reste du groupe et les aider à continuer la recherche pendant 1 heure de plus environ. Pendant ce temps, certains des 11 membres du groupe de randonnée ont déclaré avoir entendu une sorte de cri aigu, y compris la fille de 6 ans d'Allen, Jocelyn. Je lui ai demandé quel type de cri c'était, si quelqu'un était attaqué ou jouait avec quelqu'un, a dit Allen plus tard. Elle a dit que ça ressemblait à un cri de jeu, comme si quelqu'un allait le toucher. Comme il semblait que Jared était à portée de voix, le groupe a continué à chercher intensément, mais peu importe combien ils ont essayé, ils n'ont tout simplement pas pu localiser leur petit perdu. Ainsi, juste avant 4 heures de l'après-midi, Allen est rapidement retourné au complexe pour appeler le 911. Moins de 30 minutes plus tard, le spécialiste des services d'urgence du comté de Larimer, Bill Nelson, a reçu une alerte de pagé d'urgence lui informant qu'un enfant avait disparu sur le Big South Trail.
À son tour, Bill a contacté son gestionnaire de recherche et sauvetage, qui a immédiatement mobilisé plusieurs équipes SAR pour se préparer à une grande mais délicate opération. Dans les 2 heures suivant la recherche originale et le personnel du 911, il y avait des bots sur le terrain à l'accès inférieur du Big South Trail, avec un total de 65 personnes impliquées dans la recherche de Jared. 1h30 après leur recherche, le personnel de sauvetage avait parcouru la majeure partie du sentier et n'avait toujours pas localisé Jared. En conséquence, la zone des opérations a été considérablement élargie avec des renforts, y compris des hélicoptères de l'armée de l'air qui arriveraient le lendemain matin à 7 heures. Le 2 octobre 1999, un hélicoptère UH-1 basé à Cheyenne a effectué son premier survol du Big South Trail et est resté comme l'œil dans le ciel de l'équipe de recherche et de sauvetage jusqu'à tard dans la matinée. Après être retourné à l'aéroport municipal de Fort Collins Loveland pour faire le plein, l'hélicoptère est revenu dans la zone de recherche vers 3h30 de l'après-midi. Cependant, lors de son deuxième patrouille sur le sentier, l'hélicoptère a lutté avec les conditions de montagne et a calé, tombant de plus de 30 mètres avant de s'écraser à travers le couvert de pin près de l'accès au sentier. À bord du Huey, il y avait 4 membres du service de l'USAF, mais aussi un représentant de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer nommé Mark Sheets. Lorsqu'il s'est écrasé, Mark était le seul passager qui n'était pas attaché dans un siège, car il était au sol avec la porte ouverte. Il a dit que lorsqu'il a vu les pales heurter le sommet des arbres et des morceaux de l'hélicoptère se répandre dans la forêt, il s'est empressé de fermer la porte, mais une branche d'arbre séparée a trouvé son chemin dans la soute et a frappé le médecin de l'armée de l'air à bord directement au visage, fracturant l'orbite de l'œil du médecin et provoquant l'éclatement du sang d'une plaie ouverte. Par un coup de chance, l'équipage de l'armée de l'air a pu s'échapper des débris de l'hélicoptère, mais Mark Sheets avait été complètement assommé et était encore coincé dans la masse de métal effondré qui était encore en danger d'exploser. Les membres de la recherche et du sauvetage se sont précipités vers l'hélicoptère écrasé, ont brisé une fenêtre et ont réussi à extraire Sheets inconscient avant qu'il ne puisse subir plus de dommages. Mais il avait néanmoins subi une sévère commotion cérébrale, avec une plaie en forme de L de 33 cm qui laissait son fémur exposé. Mark a également subi 3 vertèbres cassées dans le bas du dos et une épaule cassée, peut-être à cause d'avoir été extrait des débris si violemment. L'accident d'hélicoptère a définitivement retardé beaucoup la recherche, mais heureusement, tous ont survécu et les efforts de recherche ont continué jusqu'au 3e jour. Le 3e jour a vu l'arrivée d'équipes de plongée de la police spécialement formées qui ont exploré les profonds bassins de la rivière Poudre voisine. Un autre hélicoptère a été envoyé pour aider dans la recherche, mais a rencontré des vents tourbillonnants nécessitant une puissance totale pour éviter de s'écraser. Cela a rapidement consommé les réserves de carburant de l'hélicoptère et il a bientôt été contraint de retourner à la base aérienne de Fort Collins. Durant les 3 jours suivants, des bénévoles bien intentionnés mais mal équipés ont commencé à harceler le bureau du shérif du comté de Larimer et l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer pour leur permettre d'aider. Le petit Jared avait disparu depuis presque une semaine à ce moment-là et le temps pressait pour le retrouver sain et sauf. Ils ont approuvé et bientôt le nombre de personnel de recherche et de sauvetage avait gonflé à plus de 200 et incluait une douzaine d'équipes de chiens, des traqueurs professionnels, une équipe de plongée et un avion de recherche. Mais même avec tous ces corps et actifs, l'opération de recherche et de sauvetage fut un échec complet et absolu. Aucun indice utilisable sur la localisation de Jared n'a été trouvé. En conséquence, les fonctionnaires ont été contraints de notifier à la famille Atadero que la recherche de Jared avait été suspendue. Le sous-chef du comté de Larimer, Bill Nelson, a convoqué à la hâte une conférence de presse dans laquelle il a dit aux journalistes réunis « Nous avons travaillé 8 jours solides pour commencer, et c'était 24 heures sur 24 pendant 8 jours. Nous avons fait un peu de recherche nocturne. Elle était limitée dans une certaine mesure, mais nous avons toujours eu des gens sur le terrain faisant du bruit, donc si quelqu'un était là-bas, maintenant Jared l'aurait entendu. Peut-être aurait-il répondu. » Jane Chmiewski, membre de l'unité canine de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, a déclaré que la recherche était l'une des plus intenses auxquelles elle avait participé. Elle n'avait jamais été impliquée dans la recherche d'un enfant auparavant, et bien que ce soit prévisible, elle a été stupéfaite par le niveau de couverture médiatique. Cela est devenu un véritable épisode national,
a-t-elle dit. Alors ça nous a mis beaucoup de pression à nous et beaucoup de pression sur les chiens. Le shérif du comté, Justin Smith, n'était qu'un sergent de Baran en 1999 lorsque Jared a disparu. Il a dit que l'accident d'hélicoptère était un événement extrêmement stressant qui a définitivement eu un effet négatif sur une période cruciale de la recherche et que l'intérêt intense des médias n'a fait qu'exacerber la situation. Il convient de noter que tout cela s'est produit juste au moment où le grand jury de l'affaire Jean-Benet Ramsay était sur le point d'émettre des accusations. Donc le concept d'enfant en danger était très présent dans l'imaginaire national. Naturellement, les médias se sont rués pour satisfaire l'appétit du public pour des réponses, et à un moment donné, 17 camions satellites de télévision étaient alignés sur la route 14 du Colorado, et la zone était remplie de journalistes et d'équipes de caméras portant des manteaux de fourrure pour se protéger du froid mordant du Colorado. Pendant ce temps, les lignes directes de la police étaient inondées d'appels, y compris de nombreux psychiques autoproclamés qui prétendaient savoir où les opérateurs de recherche et de sauvetage pourraient trouver Jared, terrifié mais encore en vie. Les équipes de télévision ont observé un homme médecine amérindien visitant la zone et leur ont dit qu'il était venu pour réaliser une sorte de rituel dans lequel il demanderait à la montagne de rendre l'enfant à ses parents, et dans un incident particulièrement inhabituel mais bienvenu, un homme pieds nus avec une mule est apparu sur le sentier et s'est porté volontaire pour aider à l'effort de recherche, mais aussi sincère que soit le geste, les équipes de chiens et les aéronefs n'ayant trouvé aucun signe de Jared, une paire de yeux supplémentaires sur le terrain s'est avérée peu utile. Bien que cela leur coûtât, les sauveteurs ont été forcés de suspendre complètement leurs recherches. Au fil des années, le cas de la disparition du petit Jared est resté un mystère total et absolu. Cela a été le cas jusqu'en juin 2003, lorsque les randonneurs Rob Osborne et Garrett Watts visitaient le Big South Trail. Rob a noté qu'ils avaient choisi le canyon de Poudre comme une zone qu'ils aimeraient explorer, donc ils ont décidé de s'y rendre via le Big South Trail. Ayant entendu combien la zone autour de la rivière était belle et sauvage, et comme c'était la raison principale pour laquelle Gary et lui s'étaient intéressés à la randonnée, ils ont pensé que cela valait la peine de la visiter. Lors de leur excursion, Rob et Garrett ont fini par atteindre un champ de roches et ont décidé de grimper environ 610 mètres jusqu'au sommet. C'est un pays remarquable là-haut, mais c'était vraiment un combat, a déclaré Garrett plus tard. Vous devez constamment faire attention à vos pieds, vous concentrer sur la zone devant vous pour ne pas vous tordre une cheville ou quelque chose comme ça. Les deux avaient déjà randonné dans des zones proches et étaient conscients du mystère de Jared Atadero en raison de l'attention médiatique qu'il avait reçue. En tant que randonneurs expérimentés, ils avaient théorisé à une ou deux occasions sur la cause de la disparition du garçon. Nous supposions qu'il avait été emporté en aval et peut-être pris par un puma, a déclaré Rob. Évidemment, il y avait la possibilité que quelque chose de plus sinistre se soit produit, mais ce n'est pas quelque chose dont nous aimions vraiment parler. Ayant des enfants à nous, ce n'était tout simplement pas quelque chose à quoi nous voulions penser. Mais comme ils marchaient dans la même zone où Jared avait disparu, le couple ressentait un sentiment inquiétant de crainte et ne pouvait pas arrêter de penser à l'incident mystérieux et troublant. Cependant, aucun des deux ne s'attendait à la découverte qu'ils étaient sur le point de faire ce jour-là. Rob et Garrett adhéraient généralement aux sentiers populaires principalement pour des raisons de sécurité, mais lors de cette première visite sur le Big South Trail avec la disparition de Jared à l'esprit, ils ont décidé de s'aventurer hors des sentiers battus. Nous ne sommes pas partis avec l'intention de trouver quelque chose, a ajouté Garrett. Nous supposions que si une équipe complète de personnes n'avait rien trouvé, il n'y avait aucune chance que nous trouvions quelque chose. Mais je suppose qu'il y avait un élément de « et si ?» vous savez. Et ensuite, environ 1 heure après la randonnée, nous sommes simplement tombés dessus. Au début, je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient. D'une manière ou d'une autre, Rob et Garrett sont tombés sur un ensemble de vêtements pour enfants à plus de 152 mètres du sentier où il avait été vu pour la dernière fois. C'est alors que j'ai vu la chaussure, a déclaré Garrett. C'était définitivement une chaussure d'enfant, et elle était impeccable, comme si quelqu'un venait juste de retirer son pied, vous savez. Fraîche, comme si vous pouviez lever les yeux et voir un enfant sauter autour à la recherche de sa chaussure. Mais ensuite, les deux compagnons de randonnée ont trouvé une autre chaussure assortie, une veste en laine marron et une paire de pantalons de survêtement bleu qui avaient été retournés. À leurs yeux, il n'y avait aucun moyen que ces vêtements appartiennent à Jared Atadero.
Le garçon avait disparu près de 4 ans plus tôt, et il était inconcevable qu'ils aient été exposés aux éléments tout ce temps et qu'ils semblent encore neufs. Cependant, au cas où, les deux hommes ont pris des photos des vêtements et ont appelé le 911 dès qu'ils ont eu l'occasion. Ils ont respecté la demande du détective d'envoyer par courriel les photos qu'ils avaient prises, qui ont ensuite été transmises à Alan Atadero, qui vivait à Littleton à ce moment-là. Le détective a été stupéfait lorsqu'il a reçu une réponse affirmant que les vêtements appartenaient bien à Jared. En moins de 24 heures, les autorités de l'État avaient rassemblé une équipe composée de membres du bureau du shérif du comté de Larimer, de fonctionnaires de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, de gardes forestiers de la division de la faune du Colorado, et de bénévoles d'une organisation connue sous le nom de NecroSearch. Tous ont été dirigés pour se rencontrer à l'accès au Big South Trail pour commencer la recherche des restes de Jared. Plus tard, avec Alan Atadero et le personnel du réseau local de protection de l'enfance rejoignant l'effort de recherche, ils ont réussi à récupérer les restes de toute la tenue que Jared portait le jour de sa disparition, qui était éparpillée sur une zone de 8 mètres. La veste en tissu semblait avoir des marques de perforation, et les pantalons étaient déchirés, tandis que les chaussures en nylon montraient peu d'usure, amenant les enquêteurs à conclure que certains articles étaient protégés des éléments et d'autres exposés. C'était l'explication la plus simple, mais pas nécessairement la correcte. Puis, à environ 55 mètres au nord, et 6 mètres plus haut en élévation que l'endroit où les vêtements ont été trouvés, la police a fait une découverte glaçante. C'était un petit fragment de crâne humain, incrusté dans une fissure et à peine visible à l'œil nu. À proximité, sur un tronc traversant la fissure où le fragment de crâne a été trouvé, la police a également trouvé une dent humaine. À 17 heures, ce jour-là, Alan Atadero et d'autres membres des équipes de recherche ont convoqué les foules de journalistes télévisés au sentier et ont annoncé ce qu'eux et l'équipe avaient trouvé. C'était définitivement une percée dans l'affaire, mais encore une fois, la découverte n'a fait que soulever plus de questions qu'elle n'en a résolues. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne soient forcés de proposer leurs propres explications. L'aventurier canadien Les Stroud, connu sous le nom de Survivorman, a déclaré que ce qui se passait sur le Big South Trail était tout simplement au-delà de la compréhension humaine. Dans beaucoup de ces cas, les équipes de recherche et de sauvetage ou les bénévoles ont déjà vérifié certaines zones non pas une, ni deux, mais même des dizaines de fois, a-t-il dit. Et ensuite l'enfant est trouvé là, peut-être un an ou même plusieurs années plus tard. Cela n'a aucun sens. Je passe des années dans la forêt et j'ai vu toutes sortes de choses, mais je ne comprends toujours pas. Rob Osborne suggère qu'il est fort probable que la zone où les vêtements de Jared ont été trouvés n'ait pas été inspectée lors de l'effort de recherche initial, et cela était dû à une chose simple. Il n'y avait aucun moyen pour un enfant de grimper là-haut tout seul. Aucun moyen. Pour Gary et moi, c'était un combat pour y arriver. C'était un terrain très accidenté, donc peut-être que la police aurait dû chercher dans cette zone la première fois. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir de l'avoir exclu. Jane Chmiewski, maître chien de la police, a conclu dès le début que la disparition de Jared était due à une rencontre avec un animal. Je ne suis pas sûr de ce qui a été officiellement publié comme conclusion finale, mais tout indique une rencontre avec un animal. Rien d'autre n'explique comment il aurait pu être emmené aussi haut. À moins, bien sûr, qu'une personne n'ait emmené Jared ce matin-là. C'est là que le témoignage du spécialiste SAR, Bill Nelson, devient un peu effrayant. Si un grand félin l'a vraiment emmené, ce que je pense avoir été le cas, il l'aurait emmené quelque part et l'aurait enterré, a-t-il dit. Avec toute l'activité qui se passait, nous l'avons probablement effrayé. Ensuite, il serait revenu plus tard pour déterrer sa nourriture. C'est pourquoi personne n'a trouvé quoi que ce soit. Le garçon était sous terre tout ce temps. Mais alors, sûrement les bénévoles ou la police auraient remarqué un terrain remué quelque part, et les vêtements de Jared auraient dû montrer des signes d'une attaque d'animal. Ce sont des incohérences comme celle-ci qui font penser à Alan Atadero que quelque chose d'autre est responsable de la disparition de son fils. J'entends constamment parler d'un puma, a-t-il dit. Mais quand ils ont analysé les vêtements de Jared, il n'y avait pas de poils de puma, ni d'ADN, ni de sang, rien sur ses vêtements. Si un puma l'avait attaqué, ils auraient visé la zone de l'estomac. Sa veste serait en lambeaux, mais sa veste était intacte. J'ai parlé à des experts en faune à ce sujet, a déclaré Alan, rapide à rassurer ceux qui l'écoutent. La veste de Jared n'aurait pas survécu à une attaque de puma. Ces chaussures,
qui ont été trouvés sur la montagne selon les enquêteurs, ne semblent pas avoir été dans la nature pendant des années. Je ne le crois tout simplement pas. Alan souligne également qu'une autre chose intéressante à propos de la découverte des chaussures presque immaculées de Jared est qu'elles auraient certainement été usées s'il avait été traîné sur le flanc d'une montagne, comme dans une attaque de puma. Ces pantalons ont été trouvés en bon état, avec seulement des dommages mineurs de rongeurs et d'oiseaux qui utilisaient des fils pour des matériaux de nidification. Un grand prédateur aurait dû déchirer les vêtements du petit garçon pour se nourrir, mais il n'y a aucun signe que cela se soit produit. Un des rapports qu'Alan Atadero a lu indiquait que la raison pour laquelle les examinateurs médico-légaux n'avaient trouvé ni ADN ni sang sur les vêtements de Jared est qu'il, ou quelque chose, avait enlevé les vêtements avant d'être attaqué. On ne peut qu'imaginer l'horreur ressentie par son père en lisant cela. C'était la dernière chose qu'il voulait entendre. Le rapport continuait en disant qu'en raison du grand nombre de randonneurs montants, le puma qui avait emporté le fils d'Allen s'était ensuite échappé avec son corps à 152 mètres du côté de la falaise. Cependant, reste la question. Si quelque chose a enlevé les vêtements de Jared avant qu'il ne soit attaqué, pourquoi ont-ils ensuite été trouvés à environ 152 mètres en aval de la montagne? Ces pantalons ont été trouvés à l'envers, une indication claire qu'ils ont été enlevés précipitamment et non par quelque chose qui avait des griffes ou des dents. Et, comme nous l'avons dit, ce sont de petits détails comme celui-ci qui font croire à Alan et à sa famille que quelqu'un sait un peu plus sur l'affaire qu'il n'est prêt à partager. La disparition de Jared n'a jamais été complètement expliquée par les forces de l'ordre américaines ni par leurs homologues amateurs, mais il est important pour les théoriciens du puma de noter que depuis 1915, il y a eu un total de 14 attaques de pumas signalées aux États-Unis et au Canada qui ont entraîné des décès. Les chances d'être attaqué par l'un d'eux sont extrêmement faibles, et encore plus faibles quand on considère que Jared faisait partie d'un grand groupe de randonneurs. 16 randonneurs ont été intensément interrogés par la police, car il semblait naturel que l'un d'eux soit responsable de sa disparition. Mais plusieurs détectives d'homicide ont déclaré que les entretiens avec les membres du groupe de randonnée n'avaient montré aucun drapeau rouge évident, et qu'aucune preuve ne pointait vers leur culpabilité. À la suite de telles spéculations, les théories cherchant à expliquer de tels événements mystérieux ont évolué de possibilités purement rationnelles à des explications de type théorie du complot bizarre, comme des attaques de créatures cryptiques ou des enlèvements extraterrestres. Mais aussi longtemps que les gens continueront à lancer des idées, rien ne tiendra, et plus le temps passe, plus il semble probable que la disparition du jeune Jared Atadero restera à jamais un mystère déchirant mais terrifiant. Prab était un étudiant canadien et réserviste de l'armée de Toronto, Canada, qui a déménagé en Australie en 2011 pour poursuivre des études de droit à l'université prestigieuse de Bond, sur la Gold Coast du Queensland. À 25 ans, Prab a fait un voyage au Canada en avril 2013 pour rendre visite à sa famille et à ses amis pendant la pause de Pâques australienne. Il est retourné en Australie début mai pour terminer ses études, mais avait d'abord prévu de faire une randonnée sur le mont Kosciuszko dans les Blue Mountains en Australie. Avant son voyage dans les Blue Mountains, Prab avait passé quelques nuits dans l'appartement d'amis à Sydney, et le 13 mai, ses amis ont déclaré l'avoir conduit à la gare de Padstow avec tout son équipement de camping, croyant qu'il prendrait un train pour les Blue Mountains. Cependant, bien qu'il ne devait pas revenir avant presque une semaine, Prab est retourné à Sydney le lendemain et a commencé à afficher un comportement très inhabituel. Tout d'abord, il a visité la succursale à Sydney de la société de location de voitures Juicy, louant un van qu'il devait retourner à Melbourne 2 jours plus tard, le 15 mai. Rien d'inhabituel là-dedans, car le mont Kosciuszko se trouvait presque exactement entre les deux villes. Mais pourquoi diable reviendrait-il pour prendre une voiture de location s'il était déjà en route pour les Blue Mountains? Plus tard dans la journée, Prab a été vu sur les images de sécurité d'une épicerie à Jindabyne, ramassant vraisemblablement des provisions pour son voyage. Mais au lieu de contacter les amis chez qui il avait séjourné ou de trouver un hôtel pour passer la nuit, on pense que Prab a dormi dans le van cette nuit-là. Le matin suivant, le mardi 14 mai, Prab a conduit le van loué jusqu'au complexe de ski de Charlotte Pass, mais au lieu d'utiliser le parking des visiteurs, il a utilisé le parking du personnel. Je mentionne l'utilisation du parking du personnel, car je crois que cela indique que Prab était sous une pression inhabituelle.
Dans d'autres circonstances, quelqu'un d'aussi intelligent et diligent que Prab aurait pu s'inquiéter d'être remorqué pour avoir utilisé un parking restreint. Mais en cette occasion, il semble que cela ne le dérangeait pas du tout, presque comme s'il avait des préoccupations plus urgentes. Ce qui est également extrêmement curieux à propos de ce retour à la montagne, c'est que Prab ne semblait pas transporter aucun des éléments de survie nécessaires, puisque sa carte, sa boussole, son GPS, sa tente et ses vêtements pour le froid étaient restés dans le van. Cependant, l'absence de téléphone portable dans le van et le fait qu'un de ses paquets de nourriture ait été ouvert nous amène à croire qu'il a emporté ceci avec lui au début du sentier. Mais il semble que l'équipement qu'il portait avec lui soit de peu d'importance étant donné qu'il n'est jamais revenu de sa randonnée. Et pour être honnête, le sort de Prab reste un mystère depuis lors. La police a réussi à parler à quelques autres randonneurs qui étaient également présents sur le sentier Main Range ce matin-là. Ils ont rapporté que la journée avait commencé avec un temps agréable et ensoleillé et qu'aucun changement significatif n'était prévu. En bref, une journée parfaite pour une randonnée. Cependant, vers midi, la température sur le sentier avait considérablement baissé et un blizzard furieux avait frappé la région à grande vitesse. Le blizzard a déposé une masse impressionnante de 30 cm de neige par endroit et a réduit la visibilité à tel point qu'il était parfois seulement possible de voir à quelques mètres devant soi. Pendant les 15 et 16 mai, la société de location Juicy a essayé de contacter Prab à plusieurs reprises pour lui signaler qu'il avait du retard dans la restitution du van, mais évidemment les appels sont restés sans réponse. Le 18, le gardien à Charlotte Pass s'est inquiété après que le van ait été là pendant 4 jours sans aucune activité dans la neige fraîche. En regardant de plus près, il a trouvé que le van n'avait qu'un pass d'entrée d'un jour daté du 14 mai. Cela était évidemment un grand drapeau rouge, donc le gardien a contacté Juicy, qui lui a informé qu'ils avaient été incapables de contacter la personne qui avait loué le van. Soupçonnant que quelqu'un pourrait être en danger, le gardien a immédiatement appelé la police pour signaler ce qu'il avait trouvé. Plus tard ce même jour, la police a essayé de contacter le siège social de la société de location de voitures en Nouvelle-Zélande voisine, mais en raison de la différence de fuseaux horaires, tout ce qu'ils ont obtenu était un répondeur. Le lendemain, alors que la situation devenait critique, la police a réussi à établir que Prab était porté disparu et a procédé à informer sa famille au Canada. Une recherche à petite échelle a alors commencé avec 2 gardes forestiers du Service national des parcs et de la faune, explorant la zone générale où Prab avait disparu. La police a également tenté de trianguler le signal d'un téléphone cellulaire, mais étant donné que le téléphone avait été hors réseau Vodafone pendant plus de 3 jours, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ensuite, le 20 mai, une recherche d'urgence à grande échelle a été lancée par le service d'État des urgences, avec 2 hélicoptères et environ 50 personnes, pour le personnel de recherche et de sauvetage à pied, à ski et en motoneige. 2 jours plus tard, un rapport est arrivé indiquant que 2 employés du Service national des parcs et de la faune, effectuant des travaux d'entretien dans un refuge de montagne, ont entendu ce qu'ils croyaient être la voix d'un homme adulte demandant de l'aide. Déduisant que les cris provenaient d'une zone au nord du refuge, les gardes forestiers ont tenté de suivre celui qui appelait, mais presque aussitôt qu'ils se sont mis en route, les cris ont cessé et les gardes forestiers n'ont pas réussi à établir un contact significatif. Un hélicoptère volant à basse altitude a ensuite patrouillé la zone, espérant voir ce que les gardes forestiers n'avaient pas pu, mais là encore, rien n'a été trouvé. Plus tard, un homme faisant du ski dans une zone connue sous le nom de Little Austria a signalé qu'il avait également entendu une voix provenant de la même direction au même moment. Cependant, malgré la coopération, le renseignement solide n'était pas un substitut à une découverte physique réelle. 11 jours complets après la disparition de Prab, la police a demandé à Vodafone d'installer 2 stations relais portables, une au début du sentier principal à Charlotte Pass, où Prab avait garé sa voiture, et une autre près du sommet du mont Kosciuszko. 5 jours plus tard, le 30 mai, Vodafone a fourni des informations à la police, selon lesquelles les signaux du téléphone mobile de Prab traçaient un parcours où il marchait rapidement en suivant le sentier principal dans le sens anti-horaire, puis quittait le sentier en direction du mont Townsend avant de perdre le contact avec son téléphone quelque part sur le côté nord-ouest du mont Townsend. Les détectives privés engagés par la famille Schrond étaient convaincus qu'il se rapprochait de la position de Prab et ont exhorté la famille à ne pas abandonner. Mais suivant les conseils d'un médecin spécialisé en survie, on croyait que, étant donné que Prab n'avait tenté de contacter personne,
Il était probable qu'il soit décédé après 14 jours au plus tard, compte tenu du climat et du terrain. Après avoir entendu cela, la police a considérablement réduit les efforts de recherche, bien qu'ils aient également conseillé à la famille de Prab de ne pas perdre espoir, jusqu'à ce que les pires nouvelles soient confirmées. Ainsi a commencé une recherche financée, de manière privée, où la famille de Prab offrait $100 000 comme récompense pour toute information qui mènerait à trouver Prab. Ils ont également offert aux membres du public un tarif journalier de $250 pour aider dans l'effort de recherche dans les Blue Mountains. Cela a motivé toutes sortes de personnes à se présenter, certaines pour l'argent, d'autres parce que c'était la bonne chose à faire. Parmi ces derniers, il y avait un groupe de soldats canadiens qui ont promis de faire tout leur possible pour ramener un frère soldat à la maison. En juillet, l'hiver australien a commencé à arriver, apportant de fortes chutes de neige qui ont entravé les derniers efforts de recherche désespérés. Finalement, après avoir dépensé plus de $200 000 en détectives privés, la famille Schrond a été forcée d'annuler la recherche en septembre 2013. La récompense financière pour trouver Prab vivant a finalement été retirée. 2 autres petites recherches policières ont été menées vers la fin de 2013 et au début de 2014, car l'été permettait une meilleure recherche à mesure que la neige fondait. Mais malgré le dernier effort désespéré, aucun signe de Prab n'a été trouvé. 2 ans plus tard, en juin 2015, Prabhu a été officiellement déclaré mort suite à une enquête du coroner sur sa disparition. Le coroner a déterminé que Prab était décédé d'une exposition le jour où il était sorti, après avoir été pris au dépourvu par un blizzard quelque part sur le flanc nord-ouest du mont Townsend, bien qu'aucune trace de Prab n'ait jamais été trouvée. Sa famille croit que les miracles se produisent, et qu'un jour il sera retrouvé vivant, mais un tel espoir mal placé ajoute seulement un sentiment de désolation à la perspective terrifiante qu'un jeune homme bien entraîné et parfaitement sain ait probablement perdu la vie à cause d'un des caprices sauvages de Mère Nature. Et si elle peut engloutir vivant quelqu'un comme Pravo, le reste d'entre nous n'aurait tout simplement aucune chance.